J'ai pitié de vous, je finirai avant, je ferai des trucs en moins que ce que je pensais faire, parce que là, je vous ai vraiment fait travailler dur sur la théorie, là, aujourd'hui, je m'en veux beaucoup. Et, oh non, 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 je m'en veux, je n'aime pas, mais là, j'étais un peu obligé, un peu de vous expliquer un peu comment, voilà, la ligne de raisonnement, mais voilà. Donc, je démarre là. Alors, je vais parler du génome, en fait, et c'est mon étudiante, enfin, à MIT, elle est maintenant au MIT prof, mais elle était à Harvard étudiante quand elle a fait sa thèse sur le génome. Et elle a repris un peu les mêmes idées, mais elle pouvait faire mieux encore que nous, enfin beaucoup mieux que ce qu'on a fait là sur les mice. Et donc je vais vous montrer, vous voyez, donc, et voilà, donc c'est le génome humain. Donc je vais un petit peu raconter sur le génome humain, voilà. Eh bien, les droits de propriété intellectuelle visent à promouvoir la R&D. L'axe traditionnel, c'est le rôle de la propriété intellectuelle dans l'incitation à la R&D, les rentes de l'innovation. Cependant, l'innovation est parfois cumulative. Donc là, il reprend, vous voyez, tout le début, vous pouvez le comprendre vous-même puisque je vous ai donné la théorie. Vous pouvez comprendre le début de cette présentation. Donc quand elle présente, elle parle à des gens qui n'ont pas vu la théorie que vous avez vue. Hein, d'accord ? Donc vous êtes mieux armé que le lecteur moyen de cet article. Elle vous explique que d'abord donc, le rôle de la propriété intellectuelle dans l'incitation à la R&D, hein, mais l'innovation est cumulative et le développement de produits résultant de plusieurs étapes d'intervention. Les plusieurs étapes, c'est I1, I0, I1, I2, IK. Hein, d'accord ? Question, la propriété intellectuelle, est-ce qu'elle entrave la R&D ou pas ? Alors bon, et donc là, vous avez déjà des réponses. Vous savez, ça peut être un problème si c'est trop tôt. Si vous mettez de la propriété intellectuelle trop tôt, on a déjà vu que ça peut réduire le volume et la diversité des lignes de recherche. Donc elle va tester la même idée. Elle va essayer de tester cette idée-là. Ce n'est pas tellement openness, c'est de savoir simplement la propriabilité, quoi. Hein. Enfin, c'est lié à openness. C'est-à-dire que la openness réduit la propriability. Hein. Donc, elle regarde si vous voulez, le rôle de la propriété intellectuelle sur le génome humain. Voilà. Donc, et l'exemple est le suivant. Donc, elle dit, voilà, supposons qu'il y ait une firme qui est la firme Celera. C'est pas comme chez nous, hein, CELERA, détient la propriété intellectuelle sur le gène humain. Et supposons que Pfizer découvre un test de dépistage d'une maladie basée sur le gène de Celera. La propriété intellectuelle possédée par Celera découragera-t-elle, est-ce que ça va décourager Pfizer à développer ce test ? Dans un environnement contractuel parfait, non, parce qu'ils se mettraient d'accord. Si ça augmente la taille du gâteau, eh bien, ils pourraient partager la taille du gâteau. Et ils pourraient avoir un gâteau plus grand et avoir un accord, et ils négocieraient une licence de partage de telle sorte que la recherche cumulative ne soit pas entravée. Seulement voilà, nous sommes en contrat incomplet, hein, donc je reviens toujours à mes contrats incomplets, qui font que, eh bien, il y a des coûts de transaction qui entraînent la rupture des négociations sur les licences. Et donc, voilà. Et donc, elle regarde à nouveau dans le même cadre que nous. Et en fait, Heidi, son modèle théorique, enfin, elle n'en a pas vraiment. Le modèle qu'elle mentionne, c'est quand même beaucoup le modèle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que je l'ai mentionné au début. Et elle dit, voilà, moi, je vais regarder la chose suivante. Il y avait ce qu'on appelle le Human Genome Project, qui est un projet public, c'est ça, hein, c'est un projet public, le Human Genome. Voilà. Mais ensuite, il y a la firme Celera qui est créée en 1998 et il commence en 1999 à faire un séquençage du génome humain. Voilà. Alors j'expliquerai tout à l'heure ce que c'est qu'un génome et donc je vais vous expliquer ça. Hein, mais en gros, c'est que Celera développe quelque chose où elle a les droits de propriété. Alors elle publie les résultats de ses recherches. Alors, il y a du séquençage qui est fait également par le HGP, évidemment, mais et il reséquence des gènes avec des droits de propriété Celera. Mais alors, évidemment, si je reséquence des choses Celera, je dois payer de l'argent à Celera, c'est ça le problème. Je peux faire mon séquençage moi-même, mais si j'utilise du séquençage Celera, avant le mémorandum, je dois payer de l'argent à Celera, c'est comme Dupont. Ouais. Mais là, l'idée, c'est que on voit vraiment la dynamique. Si vous voyez, moi, tout à l'heure, il y avait l'article de recherche des souris et je regardais les articles qui citaient les articles de recherche. Là, on voit vraiment le séquençage. Et donc, l'idée, c'est que si j'utilise un séquençage Celera, je dois payer Celera, quoi.
Donc j'ai moins de chances de poursuivre sur un séquençage scélérat. Par contre, tu compares à des séquençages qui étaient démarrés par HGP sans scélérat. Ceux-là, tu peux les poursuivre librement. Et donc, ils font la comparaison, c'est-à-dire que ce qu'ils vont dire, eh bien, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, voilà, il y a deux types de lignes. Il y en a une qui est démarrée par HGP, le séquençage scélérat n'intervient pas, et donc ça, tu es toujours libre, toujours tout est gratuit. Et puis il y en a une autre où ça commence HGP, mais scélérat intervient. Et pour continuer sur la base de scélérat, il faut payer scélérat, un droit d'entrée. C'est comme les droits de douane, vous voyez. Et là, je vais regarder le avant et le après quand je vais faire de l'ouverture. C'est qu'à un moment donné, je vais obliger scélérat à dire, ben non, c'est terminé cette affaire-là, tout devient gratuit. Donc je vais comparer le changement pour les lignes de recherche où scélérat était intervenu à celles où scélérat n'était jamais intervenu. Et c'est comme ça que je vais pouvoir regarder l'effet de l'ouverture plus grande. Vous comprenez comment je fais? C'est ce qu'on appelle de la difference in difference. Hein? C'est le difference avant-après, mais il y a le avant-après où scélérat n'intervient pas, et il y a le avant-après où scélérat intervient. Et c'est la comparaison, et je fais la différence de ces deux comparaisons. Et c'est ça qui me donne, l'effet de l'ouverture. Vous voyez ce que je veux dire? L'effet à la fois de la restriction de l'ouverture et l'effet de l'ouverture. Voilà. Donc voilà, donc qu'est-ce qui se passe? Scélérat, donc en 2001, donc HGP publie des drafts génomes, le HGP continue séquencer, reséquence des gènes qui étaient par scélérat, mais avait aussi son propre séquençage, et en 2003, c'est là qu'il y a le mémorandum, tous les gènes scélérats deviennent publics, et voilà, et ça termine le processus, d'accord? Et on regarde ce qui se passe après, quoi. Donc le choc, c'est quand tous les gènes scélérats sont déclarés publics, et scélérat ne peut plus retirer les droits de douane sur les passages. C'est comme si vous aviez deux lignes, c'est comme si vous aviez une autoroute et une route nationale. La route nationale, vous passez sans jamais payer. L'autoroute, au début, vous devez payer un péage, et tout d'un coup, on enlève le péage, et on compare la route et l'autoroute, d'accord? C'est ça qu'on est en train de faire. Bon, les gènes, alors je ne vais pas aller très loin en génétique, parce que si j'ai un improchiant qui rentre, il va hurler, ou tous mes amis biologistes. Alors les gènes, c'est une portion d'ADN qui permet de générer des protéines. L'ensemble de l'information génétique constitue le génotype. Les protéines induisent une variation des phénotypes, qui sont des caractéristiques observables. Les gènes peuvent être impliqués dans de multiples liaisons génotype-phénotype. Voilà, c'est ça. Donc les gènes, c'est des portions d'ADN qui peuvent générer des protéines. Les protéines induisent des phénotypes, et donc les gènes peuvent être impliqués dans des multiples liaisons génotype-phénotype. Un lien génotype-phénotype peut impliquer plus d'un gène également. Donc un gène peut générer plusieurs liaisons, et une liaison peut impliquer plusieurs gènes, d'accord? Et c'est les gènes qui seront l'unité d'analyse ici. Il y a les gènes qui passent par scélérat et les gènes qui ne passent pas par scélérat, d'accord? OK? Alors, qu'est-ce qu'elle fait, Heidi Williams? Elle a une patience incroyable. Elle construit une base de données permettant le suivi temporel du séquençage des gènes et de la propriété intellectuelle de scélérat. Elle suit l'innovation cumulée avec les liens entre phénotype et génotype. Donc, vous voyez, elle reconstitue une ligne de recherche comme je vous l'ai dessiné avant, mais où c'est les différents stades sur les gènes. Vous voyez ce que je veux dire? Tout ce qui peut être fait à partir du gène, d'accord? Pour chaque gène, elle collecte des données sur la base Online Mendelian Inheritance in Man, sur les publications concernant l'étude de ce gène et sur les avancées scientifiques sur les liens génotype-phénotype et les développements de tests génétiques, d'accord? Donc voilà, donc ça donne une information très très précise sur une ligne particulière de recherche. Moi j'avais mes souris et je disais il y a des articles qui citaient mes souris, mais elle a le séquençage complet et donc elle le détaille complètement. Vous voyez, c'est vraiment du travail beaucoup plus fin que ce que nous avions fait nous sur les souris, quoi. Donc exemple, donc il y a le gène RAX2 par exemple, c'est un gène particulier. Il est séquencé pour la première fois en 2001. Scélérat n'en a jamais eu la propriété intellectuelle. C'est publié par Human Molecular Genetics. Il y a des liens génotype-phénotype, par exemple la dégénérescence maculaire liée à l'âge, la dystrophie de la tige du cône, et ça donne lieu à des tests génétiques, en particulier des tests de dépistage de l'ADLMA depuis 2009. D'accord ? Donc voilà, ça vous avez ce lien génotype-phénotype et ça vous permet de développer des tests génétiques à partir de la découverte de ces gènes. D'accord ? Donc ça, c'est à peu près ce que. Voilà, un gène. Celui-là, c'est un qui ne passe pas par la douane. C'est celui qui prend la route nationale. Hein ? D'accord ?
Alors qu'il y en a un autre qui, lui, voilà, on n'a pas d'exemple d'ailleurs de ceux qui passent par là. Alors, je commence à regarder les statistiques descriptives. Alors donc juste, je voulais vous dire simplement, donc le séquençage du génome par le Public Human Project, le scélérat commence en 1999, arrête en 2001 avec un article sur un certain nombre de gènes pas encore séquencés, mais entre 2001 et 2003, scélérat utilise la propriété intellectuelle sur les gènes pour en retirer du profit, mais en 2003, on lui dit, ça terminé, la récréation est finie. Voilà. Alors donc là, ce qu'on va regarder, c'est que là, on voit déjà le nombre, là, on regarde, si vous voulez, ça vous montre alors donc là, ce qu'on regarde, c'est les années pour les statistiques descriptives. Et ça vous donne le nombre de publications par gène, non, je pense, c'est par gène. Hein. Il y a 2,180. Ça, c'est des virgules, hein, les Américains. Et quand c'est des points, chez nous, c'est des virgules, d'accord. Il y a à peu près 2 publications en 2001-2009 pour des gènes qui sont faites avant 2001, je pense. Hein. Et alors, évidemment, plus on va vers le bas, alors il y en a qui ont un phénotype incertain. On sait qu'il y a un phénotype, mais il n'est pas certain. Voilà. Et plus on descend, plus c'est petit, parce qu'il y a des gènes qui ont un phénotype certain, donc il y en a moins, et ceux qui sont utilisés dans des tests génétiques, on en a encore moins, quoi. Donc plus on descend, plus le nombre baisse, d'accord? Je sais que j'ai des médecins ici qui vont hurler, qui vont me dire, ah ben non, il n'est pas là, je pensais qu'il serait là, mais qui n'est pas là, qui est dans ce domaine beaucoup. Donc les recherches scientifiques, donc la littérature antérieure était centrée sur les résultats liés à la publication. Cette étude s'intéresse à la fois aux publications et aux produits commerciaux. Donc ça c'est intéressant. Avant je ne regardais dans les souris que les publications et les citations. Mais là on regarde aussi les V, les produits commerciaux, c'est-à-dire quand je regarde la ligne jusqu'au bout, d'accord ? A priori, la distinction est importante car si les publications scientifiques ont une incitation forte à la divulgation de résultats, ce n'est pas le cas pour les produits commerciaux. Voilà. Donc là, maintenant, je regarde ce graphique. Alors, ce graphique, qu'est-ce qu'il montre? Il montre le nombre de gènes. Alors, la courbe en pointillé, c'est le nombre de gènes sur le nombre de publications. Donc, on a très peu de... En fait, c'est le nombre de publications. La plupart des gènes ne donnent lieu à aucune publication, vous voyez? Et en fait, plus le nombre de publications augmente, plus il y a moins de gènes qui ont le nombre de publications. Donc la courbe en pointillé, si vous voulez, c'est la densité par nombre de publications. Vous avez énormément de gènes sans publication, avec une publication, et très très peu qui ont plus qu'une publication. D'accord? Donc ça, c'est sympa. Et la moyenne, on vous a dit tout à l'heure, la moyenne, c'était 2 publications par gène. Mais vous voyez que c'est quand même très peu avec plus que... Vous voyez, ça tombe très vite, là. De toute façon, là, je suis à 10 publications déjà. Hein. C'est normal que ça dégringole très vite. Mais ce qui est intéressant, c'est la courbe continue, qui est la part des gènes avec un test diagnostique, qui mène à un diagnostic test et un test génétique. Et ce qui est très intéressant, c'est que plus un gène est publié, donne lieu à des publications, plus il a de chances de mener à des tests génétiques. C'est-à-dire que plus un gène, c'est ça qui est très intéressant, plus un gène arrive vers le V, plus il a des publications. Vous voyez, donc les deux sont des mesures semblables, vous voyez? C'est intéressant, ce n'est pas évident a priori. Hein. Plus un gène est cité, plus il va loin vers le V dans ma ligne, vous voyez, qui va jusqu'à la commercialisation. Ça, c'est intéressant quand même, comme résultat. C'est pas évident, vous voyez. C'est ça qui est génial, c'est qu'elle a vraiment, Heidi Williams, elle a fait quelque chose que nous n'avions jamais fait, nous, c'est de matérialiser le I0, I1, I2, IN avec le séquençage et tous les stades jusqu'au test génétique. Et c'est ça qui est très joli, quoi. Elle a vraiment décomposé tous les stades. Voilà. Donc, le contest empirique, c'est le Human Genome Project, soumission de nouvelles découvertes chaque jour en ligne. Scélérat, eux, ils ont des droits d'auteur, des droits contractuels, accès aux données gratuits pour les universitaires, aucune restriction de publication, mais les restrictions sont à la redistribution des données pour les entreprises. Discrimination par les puits. C'est un peu comme le Oncomouse que j'avais tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire, pour les chercheurs, pas de restriction, mais dès que tu veux aller dans le business, là, on vient et on t'embête. Hein. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Mais la propriété intellectuelle de Scélérat est supprimée quand les gènes sont séquencés par HGP, ce qui intervient en 2003. Voilà, alors là, je vous montre ce tableau. Et alors, regarde, ce tableau est très intéressant. C'est ce qu'on appelle des statistiques descriptives. Et ça vous montre le nombre de publications par gène scélérat ou non scélérat. Et vous voyez que les gènes scélérat, elles donnent lieu à moins de publications que les gènes non scélérats. C'est intéressant, en moyenne.
Donc on voit bien déjà que scélérat restreint la openness, vous voyez? On voit tout de suite, quoi. Et on voit que quand on descend, on est toujours... Alors évidemment, plus on descend, plus le nombre baisse, mais il est toujours en dessous du nombre correspondant pour les non-scélérats, vous voyez? Et ça, c'est ça qui est intéressant. Donc, que ce soit publication, que ce soit le fait entre certaines phénotypes ou certaines phénotypes poursuivies, ou poursuivies jusqu'au test, on voit que non seulement le nombre de publications baisse, mais le fait de poursuivre à des stades ultérieurs est baissé quand on est scélérat par rapport à non-scélérat. C'est que non seulement ça réduit le nombre de publications, mais ça réduit le fait de passer à une idée. Vous voyez, il y avait dans l'idée d'openness, vous vous souvenez, j'avais davantage de publications, j'avais davantage de diversité, mais j'avais aussi une facilité plus grande de passer d'un stade au stade ultérieur, parce que je pouvais plus facilement m'approprier l'idée, le stade antérieur. Et vous avez ces deux effets dans ce tableau. Donc c'est très joli, rien que ce tableau est très très sympa, parce qu'il vous donne exactement les deux effets de openness. C'est pas seulement que moi je peux voir ce que le type a fait avant moi, et je peux continuer son idée, mais c'est que aussi, moi je peux travailler sur le truc de Simon, et Simon peut travailler sur mon truc. Les deux effets sont là, quoi. Voilà. Donc alors là, c'est une équation de régression, c'est qu'on regarde la outcome, ça va être publication ou citation ou poursuivre un test, c'est ça que j'appelle outcome, et j'ai une demi-scélérat ou pas scélérat, et évidemment, et je vais voir ce qui se passe quand j'ouvre avant et après 2001, évidemment. Donc, ce qu'on voit déjà, c'est qu'évidemment, eh bien, publication, scélérat. Donc là, j'avais juste une statistique descriptive, et là, maintenant, je vois simplement que scélérat, ça réduit, eh bien, publication, quoi. Voilà. Donc là, je contrôle pour plus d'effets fixes que là, mais quel que soit le nombre d'effets fixes pour lesquels je contrôle, j'ai toujours que scélérat, eh bien, les gènes dont la propriété intellectuelle est passée par scélérat ont 0,88 publications de moins entre 2001 et 2009, soit une baisse de l'ordre de 40%. C'est-à-dire que dès que vous passez par l'autoroute à péage, eh bien, il y a moins de gens qui passent que par la route nationale sans péage. D'accord? C'est tout ce que je vous dis là. Là, je ne regarde pas l'effet d'enlever scélérat, je regarde l'effet de scélérat. D'accord? Le deuxième, c'est qui passe au stade de phénotype incertain, et on voit que là, à nouveau, les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par scélérat ont 16 points de pourcentage de chance de moins d'avoir un lien phénotype connu, mais incertain, soit une baisse de l'ordre de 35%. Ensuite, je regarde le certain. Eh bien, pareil, les gènes dont la propriété intellectuelle ont été possédés par scélérat ont 2,7% de chance de moins d'avoir un lien phénotype connu et certain, sauf que quand je contrôle pour plus d'effets fixes, là, dans ce cas, ça devient moins significatif. Donc ça sera intéressant à comprendre pourquoi. Voilà. Mais voilà. Donc c'est pas seulement que j'ai moins de publications, mais c'est que j'ai moins de chances d'arriver au stade de phénotype, vous voyez, de passer du gène, de la génétique au phénotype, enfin, de passer au phénotype. Voilà. Et utilisation dans les tests, c'est pareil là. Les gènes dont la propriété intellectuelle a été possédée par scélérat ont 2,3 points de pourcentage de chance en moins d'être utilisés dans un test de dépistage, soit une baisse de l'ordre de 30... non, ont 2,3% de chance, et donc ça fait une baisse de l'ordre de 38%. Et donc, c'est quand même considérable. C'est-à-dire que là, c'est le V, quelque part. C'est d'arriver jusqu'au bout, quoi. Et d'arriver au dépistage, eh bien, vous voyez qu'au stade dépistage, là, ça réduit également beaucoup les chances quand c'est passé par scélérat. Voilà. Ça, c'est quand même... voilà. Alors maintenant, on regarde au cours du temps. On va regarder au cours du temps, parce que ça va permettre de comparer avant et après le fait que scélérat devienne public domain. Et donc ça, c'est l'avantage d'être temporel. Avant, on regardait juste, on comparait le péage et la route nationale, mais maintenant, on va comparer avant et après qu'on enlève le péage. Hein. Et donc, voilà. Et donc, on regarde gène, année, évidemment, on s'intéresse au gène et à l'année. Hein. Est-ce que c'est l'année avant ou après? Et ce qui est intéressant, c'est que on a toujours que les gènes scélérats, et c'est ça qui est intéressant, c'est que même après, même à long terme, après qu'on ait enlevé les barrières, c'est quand même, il y a moins de chance. C'est-à-dire que c'est un effet durable, quoi. C'est ça qui est très intéressant. Vous restreignez l'openness, même quand vous l'enlevez, les effets continuent, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Et pareil pour phénotype incertain. Et donc, voilà. Maintenant, on regarde les gènes scélérats. Et on se concentre sur les gènes scélérats dont la propriété donc appartenait à un scélérat. Et elles sont reséquencées par le secteur public en 2002 ou 2003. Et on regarde maintenant l'évolution temporelle. Alors c'est ça qui est intéressant. Et on regarde, voilà. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des gènes qui sont devenus publics en 2002 et des gènes qui sont devenus publics en 2003. Et ce qui est intéressant,
c'est que vous voyez que... Et pourquoi c'est intéressant ça? Parce qu'on compare les deux. Et ça, c'est pour les... Moi, je n'avais pas l'équivalent pour le OncoMice. Je pouvais comparer OncoMice et Crelox Mice, mais je n'avais pas fait le Crelox en 2 fois. J'avais fait le Crelox en une seule fois. Donc, je ne pouvais pas comparer. S'il y avait eu un premier Crelox Shock, un deuxième, j'aurais pu comparer. Elle peut le faire. Je ne pouvais pas le faire. Donc, je pouvais toujours me dire que les Crelox avaient des caractéristiques spéciales. Bon, j'ai essayé de contrôler pour le Trend, mais là, ce qui est formidable, c'est qu'elle peut contrôler les gènes qui sont publics en 2002, les gènes qui sont publics en 2003. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit que, regardez, les gènes, ça c'est les publications sur les gènes publics en 2002. Vous voyez, regardez, dès 2002, même avant, ça monte beaucoup plus vite que celles qui deviennent publiques en 2003. Et alors à long terme, évidemment, ça baisse parce que la recherche, ces gènes deviennent obsolètes quelque part. C'est-à-dire que tout est connu, quoi. Il n'y a plus rien, on passe à autre chose, quoi. Mais c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on voit vraiment que, alors évidemment, dans le long terme, le flux de publications scientifiques pour les deux converge, voyez. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'à court terme, on voit vraiment que les gènes qui sont publics en 2002 sont boostés, sont poussés par les publications sur ces gènes rendus publics en 2002, sont stimulés par rapport à la publication des gènes qui ne deviennent publics qu'en 2003. Vous voyez, donc ça, c'est très joli de comparer ces deux-là. Et là, alors, cette figure, c'est la part des gènes liés à un phénotype. Et on voit que c'est très intéressant parce que, vous voyez, c'est ça qui est beau, c'est l'effet de long terme. Vous voyez que la courbe continue, c'est les gènes qui sont devenus publics en 2002. Et ça concerne les gènes qui sont devenus publics en 2003. Et là, on regarde la part disons qu'on regarde la part de ces gènes de ces catégories de corps de gènes qui donnent lieu à un phénotype, certain ou incertain. Hein. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on aurait pu penser que, regardez, on aurait pu penser que le public augmente avant et qu'après, les deux courbes se confondent. Et vous voyez que ce qui est très joli, c'est que le fait que cela soit devenu public un an avant cela, font qu'ils vont toujours être, même jusqu'en 2009, au-dessus. Il y aura toujours plus qui vont donner lieu à des phénotypes. Vous voyez, l'effet de restreindre la openness, c'est un effet de long terme. Vous voyez, il ne joue pas seulement sur un an, il joue à long terme. Ça, c'est très joli. On voit vraiment là, vous voyez, on voit que l'écart entre ces deux courbes, c'est toujours pas réduit en 2009. Donc ça, c'est très intéressant de voir que les effets de la non-openness sont des effets durables, quoi. Voilà. Donc ça, c'est quand même, voilà, c'est assez joli donc je voulais simplement dire ça. Donc conclusion, on note dans le cas du séquençage humain un effet de la propriété intellectuelle. Il y a un effet à long terme et à court terme. Il y a un effet à la fois sur la diversité et sur la probabilité de poursuivre la ligne et de l'amener jusqu'au bout. Voilà. Et donc, c'est ça qui est magnifique, c'est que là, on a vraiment décomposé, et là, on a vraiment vu que c'est un effet dû à l'openness, indépendamment de la qualité intrinsèque des gènes, puisqu'on a vu que vraiment, ça faisait une grande différence d'être public en 2002, public en 2003, qui avait des effets immédiats sur les publications, et des effets de long terme sur ce qui résulte des publications, et notamment le phénotype. Et si j'en avais regardé les tests, à mon avis, génétiques, on aurait trouvé probablement la même chose que la courbe que j'avais ici. Voilà, les différentiels de courbes. Donc voilà, je voulais juste mentionner ça. J'ai plus que 2 maintenant. Je vais passer à un autre test donc je passe à un autre maintenant. Voilà. Et après, voilà. Vous êtes d'une patience d'ange, là. Vous êtes vraiment... voilà. Ce n'est pas des choses faciles, hein, j'ai conscience. Hein. Voilà, donc je passe maintenant à l'impact des institutions sur la recherche. C'est toujours... Ah oui, alors donc là, c'était très gentil, c'est des gens qui me citaient, donc ça, je passe. Parce que ce n'était pas moi qui faisais ça, sinon... voilà. Donc, si vous voulez, je voulais simplement regarder, c'est toujours la même question, quel est l'impact des institutions dans le processus d'accumulation et de diffusion des connaissances? Et je veux pouvoir isoler toujours l'impact des institutions, là c'était openness, pas openness, et l'impact de la propriété de la sélection, c'est-à-dire, vous voulez savoir qu'est-ce qui est dû à la qualité de ma Crelox Mice, qu'est-ce qui est dû à la qualité de la recherche sur les gènes que j'ai mis en œuvre, et qu'est-ce qui est dû au fait que c'est simplement la openness qui restreignait. Et c'est toujours la difficulté de ces recherches, c'est d'être capable de séparer ce qui, voilà, de dire, voilà, il y a un effet de sélection ou un effet directement d'openness. Est-ce que c'est, voyez, les mauvais qu'on empêchait, ou est-ce que c'est les bons qui ne pouvaient pas faire, et maintenant, avec la openness, les bons
ions peuvent passer. Vous voyez, donc, voilà, donc c'est ça qu'on veut, on veut pouvoir séparer ce qui est l'effet de sélection, c'est-à-dire que celui qui est dû à la qualité intrinsèque de la connaissance. Voilà. C'est-à-dire qu'évidemment, on peut avoir par exemple l'effet de sélection, pour le dire autrement, les connaissances de qualité élevée sont intégrées et diffusées dans les meilleures institutions. Donc on peut dire on améliore les institutions, la diffusion est meilleure, mais il se pouvait que la diffusion était meilleure parce que la recherche était meilleure, et comme elle était meilleure, elle a justifié de meilleures institutions pour pouvoir être diffusée. Donc il y a toujours le problème de causalité. Est-ce que ça va des institutions vers la diffusion, ou est-ce que ça va du fait que la meilleure diffusion, c'est la qualité de la recherche qui conduit à de meilleures institutions? Voilà, donc on a un petit peu... Alors là, c'est une étude faite par Fuhrman et Stern, Fuhrman et Stern. Dans l'American Economic Review. Et alors, eux, ce qu'ils regardent, en fait, ils veulent regarder les Biological Resource Centers. Donc, si vous voulez, voilà, en gros, il y a ce qu'on appelle, c'est des centres où on peut avoir l'accès au savoir. Qu'est-ce que c'est que les Biological Resource Centers? Ils sont répartis dans le monde entier et ils constituent des collections de matériel biologique. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils collectent, ils certifient, ils distribuent des organismes biologiques tels que des cellules, des micro-organismes et du matériel ADN. Ils garantissent un accès égal à tous les membres de la communauté scientifique, open access, et ils conservent à long terme les matériaux biologiques. D'accord? Donc j'imagine que le Jackson Lab doit être un BRC, je pense quand même qu'ils ont ce statut-là quand même. Hein. Donc, afin de mesurer l'impact des institutions sur l'accumulation de connaissances, eh bien, on va s'intéresser de plus près à ces BRC. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Eh bien, on va lier chaque dépôt au BRC avec une publication de recherche. D'accord? Donc, on va regarder chaque dépôt qui est certifié BRC avec une publication. D'accord? Et on va sélectionner un échantillon de 108 articles qui sont liés à des BRC, hein, au moins une BRC, et on construit un échantillon d'articles de contrôle. Pour chacun des 108 articles précédents, on a une sélection de l'article le plus lié dans le même numéro de la revue scientifique de publication, mais simplement il n'est pas BRC. Donc toujours il faut un groupe de contrôle, quoi. Là, il y a Simon et moi, on est pareil dans tout, mais moi je suis BRC, lui il n'est pas. Pas de chance, mais sinon on est identiques. Hein, voilà. On est des frères jumeaux, sauf que moi je suis BRC, lui il n'est pas. Parce qu'on veut s'assurer que ça ne reflète pas une différence de qualité entre moi et Simon. D'accord? On mesure les conséquences en termes de citation de ces articles avant et après la date d'entrée dans les dépôts BRC pour mesurer l'impact causal. Donc on regarde, on dit voilà, il y a un article, il y a deux articles, d'accord? Il y a Simon et moi. Moi, je rentre dans le BRC, Simon ne rentre pas. Qu'est-ce qui m'arrive de différent de Simon? D'accord? C'est ça qu'on regarde. Hein? OK? Donc voilà, donc en gros, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a le treated, c'est moi, ça c'est moi, donc j'avais des publications. Là, c'est la date quand je rentre dans le BRC, vous voyez, boum. Avant, j'avais des publications, Simon avait des publications, donc on va faire abstraction de nos différences d'avant, d'accord? Et puis, on va comparer nos différences d'avant à nos différences après. Ça, c'est les forward citations. On a des publications avant. On avait déjà des citations à nos publications avant la date où moi je rentre dans la BRC. Et elles étaient peut-être pas nulles, peut-être que Simon, j'ai plus de chance que Simon a plus de chance que moi, ou j'en sais rien, il est un peu plus cité que moi. Et après, il y a la date d'entrée dans le BRC, et on regarde comment cette différentielle de citation évolue après que j'entre dans le BRC, que Simon, lui, n'entre pas. D'accord? C'est ça que nous faisons. OK? C'est ce qu'on appelle le difference in difference, c'est-à-dire, je regarde la différence entre Simon et moi, mais je regarde comment cette différence-là évolue entre avant BRC et après BRC. Voilà. Donc je regarde, donc c'est ça que je regarde. Je vais, ça c'est un peu les descriptifs statistiques. En gros, ça montre que alors évidemment les BRC, ceux qui sont déposés, ils ont un peu plus de citations et de cumulative citation que ceux qui ne le sont pas. Hein. Ça, c'est les treatments et ça, c'est les contrôles. Donc, quand même, on n'est pas exactement de la même qualité, Simon et moi, mais on va regarder comment la différence évolue entre avant et après que j'entre dans BRC, d'accord? Donc, c'est vrai que là, la difficulté, c'est que je ne suis pas identique à Simon, mais on va voir comment cette différence évolue entre avant et après que j'entre dans le BRC. Alors là, déjà, cette figure, elle regarde, cette figure, ce qu'elle montre déjà,
c'est que ça, c'est les citations des BRC linked articles par rapport aux articles qui sont le plus reliés. Et vous voyez que l'âge 0, c'est quand vous entrez dans BRC, je pense, non? C'est ça, hein? Et c'est le différentiel de citation. Donc on pense qu'on est au même truc, donc évidemment on ne l'est pas, mais on fait comme si on était au même truc, et on voit comment le différentiel évolue. Donc je normalise le différentiel à 0, et je vois comment ce différentiel évolue. Et vous voyez qu'il évolue évidemment que quelqu'un qui rentre au BRC, il va avoir beaucoup plus de publicité que celui qui n'entre pas dans le BRC. En dépit du fait qu'on était quand même très semblables et que je vous mets à 0. Il y a peut-être des différences qui préexistaient, mais c'est là j'ai fait abstraction et je vois que déjà il y a un effet de publicité. Alors évidemment là, on veut vraiment isoler de l'effet de sélection. Et c'est ça qui est un peu compliqué, parce que là, je montre juste, voyez, est-ce que c'est simplement parce que je suis rentré dans le BRC? Parce qu'il y a quand même un truc, c'est que vous avez vu que les BRC étaient un peu plus cités au départ que les pas BRC. Est-ce que c'est le fait que c'est le BRC qui m'a permis, moi, de me faire de la pub, ou c'est parce que j'étais quand même un peu meilleur que Simon que je vais quand même faire mieux? Et c'est ça que je veux pouvoir distinguer, vous comprenez? Donc, on va faire Alors là, on fait la régression, on regarde les forward citations, en fonction d'une variable qui est égale à 1 si c'est lié à un dépôt BRC, 0 sinon, d'accord? Et là, c'est 1 avec post-deposit, c'est-à-dire que c'est ça qui est important. Ce terme-là, c'est un terme qui vous dit de combien, voilà, je vais regarder les citations après versus avant d'entrer dans le BRC, d'accord? C'est une variable post-deposit qui vaut 1 après l'année et 0 avant, donc ça va vous dire de combien plus mon BRC article va être cité à partir du moment où il rentre dans le BRC, d'accord? Et là, ce qu'on voit déjà, c'est que, eh bien, on a déjà un effet direct de BRC, c'est-à-dire qu'un BRC article, eh bien, il est typiquement plus cité. Et on peut dire que c'est 1.1, donc je rajoute à 1 1,12, donc c'est 112% plus cité qu'un article qui n'est pas BRC. Mais ça pourrait être parce qu'il est meilleur. Donc là, je ne peux pas savoir ce que c'est. Mais il se trouve qu'il est plus cité, d'accord? Et seulement, ce qu'on voit aussi, c'est que post-deposit, le différentiel augmente. Il augmente de 71%. Vous voyez? Donc là, on voit déjà qu'on voit un boost de 70% du BRC linked article après qu'il y ait le choc d'ouverture. Donc il y avait une différence, mais il se peut que ça soit quand même dû au fait que j'étais quand même meilleur et que voilà quoi, on finit par savoir que je suis meilleur, voilà. Et donc on veut savoir est-ce que c'est vraiment le choc. Bon, il y a quand même une présomption assez forte que le choc joue un rôle, mais il faut aller plus loin. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter ce qu'on appelle des effets fixes d'articles. C'est-à-dire qu'on va contrôler pour la qualité de l'article. Donc, on va inclure des effets fixes d'articles et on va montrer que malgré qu'on inclut les effets fixes d'articles, eh bien, l'effet demeure robuste. Si c'était vraiment dû au fait que j'étais meilleur que Simon, eh bien, tout ça serait absorbé par cet effet fixe de cet article fixe. Et on voit que même quand j'ai contrôlé pour cet effet fixe, je vois que j'ai 1,148, donc 1,25 à peu près. Donc j'ai un boost de 125% dans le nombre de citations après entrer dans la base BRC, contrôlant pour ma qualité. Voilà, et donc je vois qu'il y a quand même un effet d'openness. Il y a bien sûr un effet de sélection, mais il y a un effet d'openness par-dessus l'effet de sélection. Voilà. Et alors là, c'est très joli cette chose, c'est qu'on voit vraiment que, regardez, c'est très intéressant, ce diagramme. Ce diagramme vous donne le post-deposit effect sur les forward citations. Vous voyez que tout intervient au temps 0. C'est là que moi je rentre dans le BRC. Et vous voyez que c'est le différentiel d'effet, c'est l'effet du dépôt sur les citations avant et après. Donc évidemment, avant, il n'y a pas d'effet, hein, et c'est après, vous voyez, donc ce qui est en pointillé, c'est l'intervalle de confiance. Et ça, c'est la vraie courbe. Mais c'est l'intervalle de confiance, c'est les deux courbes en pointillé qui le délimitent. Et on voit que 0, là, il y a un typo, ça devrait être 0% ici. Là, il y a un typo. Qui est même dans l'article publié dans l'AER, ce qui veut dire que l'éditeur d'AER n'a pas fait son travail, le publisher, il n'a pas regardé qu'il a mal corrigé, c'était 0% là. Je vais lui dire à Scott, hein. C'est 0% ici. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'avant, on ne voit pas d'effet significatif de BRC avant.
mais on voit que être BRC, ça vous donne un boost après. Vous voyez, on voit vraiment très très clairement l'effet du boost après pas de hausse nette dans les 9 années précédant l'accès à la base BRC, mais effet important d'être BRC après l'entrée dans la base BRC. C'est encore une preuve que ce n'est pas un effet de qualité, que c'est vraiment un effet de rentrer dans BRC, quoi. Voilà. Et qu'on voit vraiment une discontinuité, quoi. On voit vraiment, là, il n'y a rien, et puis tout d'un coup, vous voyez, regardez, vous voyez l'intervalle de confiance, 0 n'est plus dedans. Vous voyez la ligne à 0, elle n'est plus dans l'intervalle de confiance après, alors qu'elle est dans l'intervalle de confiance avant. Voyez. Les résultats, donc la démarche, notre, c'est l'heure, hein, la démarche indique qu'un effet causal de l'entrée dans la base BRC sur les publications de ces articles, même si ces articles semblent être en moyenne de meilleure qualité, on arrive à séparer l'effet de sélection et l'effet d'openness, qui est celui qu'on souhaite mesurer. Alors maintenant, on regarde des choses supplémentaires, et simplement quelques effets supplémentaires. Eh bien, on peut regarder l'effet de l'entrée dans la base BRC en fonction des journaux dans lesquels les articles sont publiés. Et on imagine que l'impact sera plus important pour des articles publiés dans des revues scientifiques moins reconnues. Parce que si quelqu'un est reconnu déjà, BRC, si vous êtes publié dans les meilleurs journaux, eh bien, être dans BRC, ça ne vous fait pas beaucoup de pub. Si vous êtes déjà une grande star, bah, ça ne fait pas une grande différence, vous voyez. Ça fait une différence que vous êtes dans un truc moyen, et tout d'un coup, vous êtes BRC, et tout le monde parle de vous. C'est comme le prix Goncourt. Il y a des gens, bah, ils sont tous très connus, mais moi, je ne connais rien. Et moi, il y a des gens que je découvre avec le prix Goncourt, quoi, voilà. Mais peut-être que si c'est Bob Dylan, qui a eu le prix Nobel de littérature, j'ai pas besoin du prix, on lui donnerait le prix Goncourt demain, ça fait aucune différence, quoi. Hein. Voilà. De toute façon, il n'irait pas le chercher comme il ne va pas chercher le prix Nobel. Voilà. Donc, alors, la prédiction, c'est que les articles provenant de revues réputées en moyenne de meilleure qualité, avec des expériences facilement reproductibles, et en plus, si vous voulez, qui sont a priori plus connus plus connus au départ, eh bien, bénéficieront moins de la BRC que des articles qui ne sont pas dans les meilleures revues, qui sont soit de moins bonne qualité, donc, enfin en tout cas un peu moins connus, il y a eu moins de pubs dessus et moins facilement reproductibles, eh bien ceux qui étaient dans des revues moins connues eh bien, vont profiter beaucoup plus du BRC. Et c'est ce qu'on observe exactement. Ceux qui sont dans des top journals, bon, il y a quand même 70% d'augmentation des citations pour des articles dans des top journals, mais il y a 115% d'augmentation des citations pour des articles qui n'étaient pas dans le top journal. Vous voyez, donc c'est intéressant. Vous aidez ceux qui n'étaient pas dans les top. Vous savez, il y a des gens qui sont super top, et puis ils ne sont pas dans les top au début, quoi. Et puis on les découvre, et puis tout d'un coup, ça les fait connaître. Voilà. Ben, ça aide le BRC, ça fait connaître les gens. Voilà. Qui n'étaient pas connus au départ. Voilà. Donc les elite journal, les non-elite journal, eh bien, ceux qui n'étaient pas publiés dans des elite journal, eh bien, sont davantage boostés, davantage poussés, boostés, c'est un mot anglais, c'est terrible de faire un franglais comme ça, sont davantage stimulés, la publication, les citations, par le fait d'être BRC que des publications dans des top journals. Voilà. Alors, encore un autre effet. Quel est l'impact de l'RC au BRC pour les articles provenant de revues moins réputées? Ne conduit-il pas simplement un effet de signal de la qualité? Les articles provenant de revues réputées subissent donc un impact moins important, car ils ont déjà connu l'effet de signal grâce à la réputation. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je regarde là? Dans la dernière, je regarde la complexité. Alors là, je regarde deux choses très intéressantes. Là, je regarde donc les top journals et pas top journals. Donc là, on ne regarde pas seulement le fait d'être soi-même cité, c'est d'être cité par des bons papiers. Donc je veux savoir si est-ce qu'on est cité. Être cité, c'est une chose, mais est-ce qu'on va être cité par des bons? Et là, ça vous montre, si vous voulez, à gauche, que, eh bien, que ça vous booste à la fois dans des citations d'articles qui ne sont pas dans les journaux les plus cités, mais aussi et encore plus par des articles de bonne qualité. C'est-à-dire que le BRC, ça fait que vous êtes plus cité à la fois par des articles qui ne sont pas top et des articles top, mais encore plus par des articles top. Voilà. Donc là, on mesure la qualité, pas de votre article à vous, mais des articles qui vont vous citer. Voilà. Et à droite, ça vous montre que vous êtes cité davantage avec des articles complexes. Voilà, on regarde des articles qui appartiennent à plusieurs domaines. C'est une mesure de complexité de la recherche. Et ce qu'on montre là, c'est qu'être dans BRC, eh bien, ça vous donne davantage de citations par des articles qui sont au croisement de plusieurs domaines. Ça vous donne un meilleur accès à la multidisciplinarité quelque part. Donc ça, c'est très intéressant également. C'est-à-dire que vous êtes dans BRC, eh bien, il y a d'autres domaines qui regardent ce que vous faites. Ou des gens c'est des gens
plus top journal et plus pluridisciplinaire qui s'intéresse à ce que vous faites. Et ça, c'est très intéressant. Donc ça fait vraiment, vous voyez, la dimension d'openness qui est de vous favoriser la diversité plus tard, après que vous avez fait votre recherche à vous. Donc c'est comme une autre mesure de diversité. Ça veut dire que vous êtes cité par des recherches qui sont davantage au croisement de plusieurs domaines. Donc conclusion, proposition de méthodologie. On regarde l'impact de la BRC et on arrive à distinguer l'effet de sélection. Il y a évidemment un effet de sélection. Ceux qui vont dans BRC tendent à être meilleurs, mais on voit qu'on arrive à séparer l'effet de sélection et l'effet de openness. On voit que l'impact est différencié selon le type de publication, selon que j'étais dans Top Journal ou pas, et on voit l'effet en termes de citation. Est-ce que c'est des gens plus de Top Journal ou des gens plus complexes qui vous citent? Voilà, donc je crois que c'est encore un article dans cette veine. Et maintenant, je vais arriver au terme de ce cours, et je vais vous dispenser d'un des trucs que je pensais faire, parce que là, vous êtes HS. Il est quelle heure maintenant? Moins le quart? Il est déjà moins le quart? Non, mais c'est fou, ça, le temps passe tellement vite. Alors je vais passer à un truc très simple. Je vais parler d'une présentation que j'ai faite à la Cour des comptes qui va vous paraître très facile, évidemment, maintenant. Maintenant, tout ça, ça vous paraît vraiment trivial, hein, mais vous avez tout maintenant. Je devais leur parler comment stimuler la recherche et l'innovation. Vous voyez, un petit sujet. Hein. Et ça, c'est une belle courbe que mon administrateur m'avait donnée. C'est les dépenses intérieures en R&D. Allemagne, je me demande si ce n'est pas les États-Unis en noir, et France. Mais vous voyez, la France, comme on est en dessous de l'Allemagne, hein, on ne dépense pas assez en R&D. Donc évidemment, il y a toute la question de savoir pourquoi on dépense moins que l'Allemagne en R&D, public et privé. Et ça, il y a toute une question là-dessus. Vaste domaine, vaste question. Et vous voyez que l'écart entre nous et l'Allemagne, entre 2002 et maintenant, il a augmenté énormément. Vous voyez qu'ils investissent beaucoup plus en R&D que nous. Maintenant, les Chinois investissent beaucoup plus en R&D que nous, même proportionnellement à leur population. Donc on a un gros problème là. Hein. Il faut qu'on rattrape la chose. La part des dépenses de R&D dans le PIB, vous voyez la France est là, alors que l'Allemagne est là, vous voyez. Et la Finlande est là, et la Suède, les Scandinaves font beaucoup plus que nous. Là, vous avez les Scandinaves, vous avez ici vous voyez la Suisse et l'Allemagne, les États-Unis sont avant nous. On est en dessous de la moyenne OCDE, hein, c'est pas génial quand même. Alors, je sais pas, oui, effectivement, vous avez le Portugal, l'Espagne, la Pologne, heureusement qu'ils sont là pour nous sauver l'honneur quand même. Hein. Voilà. On est content que l'Angleterre fasse partie de l'Angleterre, ça fait un de moins qui est bon et qu'il s'améliore. Bon, alors, la recherche en plusieurs étapes. Alors moi, qu'est-ce que je leur ai dit? Mais maintenant, c'est de la révision, parce que maintenant, avec tout ce que je vous ai raconté, ce truc-là, c'est trivial. Hein, je leur ai dit, mais vous savez, il y a la recherche fondamentale, et il y a l'innovation commerciale, évidemment la recherche fondamentale, il faut ouverture, openness, il faut academic freedom, hein, l'innovation commerciale, il faut focus, appropriabilité. Et donc ça, vous avez vu maintenant, vous avez compris maintenant comment ça marche, d'accord? Alors comment vous faites pour la recherche appliquée? La recherche appliquée, c'est les brevets, ça peut être aussi des politiques d'aide à la R&D des PME, ça peut être une série de choses pour la recherche appliquée. C'est aussi un certain nombre de réformes structurelles qui aident à reconstituer la marge des entreprises pour investir dans la R&D. Donc il y a tout un truc sur les politiques pour aider la R&D, disons, quand on est près de la commercialisation. Mais il y a évidemment toute la politique d'aide à la recherche fondamentale. Et là, il y a les universités et les agences de recherche. On a vu que les agences de recherche, c'est important, mais ce n'est pas tout. Il faut aussi la freedom. Agence de recherche, ça vous résout le problème d'appropriabilité, ça subventionne, mais ça ne résout pas le problème de la gouvernance de la recherche fondamentale. C'est pour ça qu'on a besoin d'institutions comme les universités, évidemment. Alors, les universités, ce que je voulais dire simplement, c'est que ce qui est important, c'est que l'argent, c'est important, et la gouvernance des universités, c'est important. Voilà, je veux juste montrer, il y a l'indice de Shanghai. Shanghai, ça vous mesure les performances de recherche des universités. Alors évidemment, c'est un indice un peu hybride qui mesure l'impact des publications des chercheurs, s'ils ont des prix Nobel ou pas. Et donc ça mélange un peu différentes choses. Mais il y a simplement les indices de publication. Et donc, quand on veut regarder l'indice de Shanghai, par exemple, on peut dire, voilà, j'ai un classement des universités. Et alors je vais effacer, je vais vous expliquer comment ça marche. Le classement des universités de Shanghai, dans le classement Shanghai, mais c'est pareil dans tous les classements. Donc ça marche de la manière suivante. Vous avez le numéro 1. Si je veux par exemple les 100 premiers de Shanghai, je donne la note 100
au numéro 1, qui est Harvard. Je donne la note 99 au numéro 2, la note 98 au numéro 3. Je vais jusqu'au centième qui a 1 et tous les autres ont 0. D'accord? C'est ça, comme ça que le classement de Shanghai. Et vous regardez, bon, par exemple, si nous on a une qui est 20e, elle a la note 100 moins 20, hein, voilà, etc. D'accord? Et ce qu'on regarde, c'est qu'on regarde pour chaque pays, on regarde le total des classements de Shanghai de toutes ces universités, on le divise par sa population du pays, on regarde le chiffre équivalent pour les États-Unis, on divise le chiffre français par le chiffre américain, on multiplie par 100, ce qui fait que je normalise l'Amérique à 100. Donc US est à 100, d'accord? Mais si US est à 100, vous voyez que si je regarde le classement des 100 premiers de Shanghai, la France, elle est là, vous voyez? Elle est loin derrière US. Et par contre, la Suisse est très bien, la Suède est très bien, le Royaume-Uni est pratiquement aussi bien que les États-Unis, vous voyez? Donc c'est intéressant de voir, la France est là, l'Italie est là, l'Espagne on ne la voit pas. Hein, voilà, et l'Allemagne est un peu mieux que nous. Donc ça c'est intéressant. Maintenant je peux regarder les 50 premiers de Shanghai. Si je fais les 50 premiers de Shanghai, je donne la note 50 au premier, je donne la note 49 au deuxième, 48 au troisième, 47 au quatrième, je vais jusqu'au 50e qui a la note 1 et les autres ont la note 0. Et je peux comme ça regarder les classements 50e de Shanghai. Et là, vous avez un tableau très intéressant que j'avais fait pour Bruegel, pour le think tank bruxellois Bruegel, avec des copains. Et on avait regardé les top 50. Et les top 50, si je me restreins au top 50, les US, je les mets à 100. Et vous voyez que la France est inexistante, elle est à 3 pratiquement. Elle est nulle. On a ici, qui fait partie d'un truc à 20, mais il y a très peu. Les Hollandais sont un peu mieux que nous. Les Allemands ne sont pas terribles. Mais vous voyez que les Anglais sont à 72. Vous voyez, ils sont à 72 et les Suisses sont à... Où est la Suisse là-dedans? La Suisse est à 97, aussi bien que les États-Unis. Donc si je me restreins aux 50 premiers, vous voyez que la Suisse et les Anglais sont, la Suisse et l'Angleterre sont très bons. C'est pour ça que c'est important, parce qu'il y a des gens qui disent, comme ils ne veulent pas être dans l'Union européenne, il faudrait les exclure de tous les organismes de recherche européens. Ça serait une catastrophe absolue. Vous vous privez des meilleurs en Europe si vous excluez les Anglais et les Suisses, quoi. Ça serait la plus grande bêtise, quoi. Voilà. Ça serait, voilà. Mais j'espère qu'ils ne le feront pas. Alors, donc, ensuite, si vous passez au top 100, là, la France apparaît un petit peu plus, et c'est les top 200 où la France commence vraiment à apparaître. Mais d'ailleurs, déjà dans les top 100, vous avez déjà la Suède qui apparaît. Donc c'est très intéressant parce que vous avez les Scandinaves qui apparaissent au top 100, les Suisses et les Anglais sont déjà au top 50, et la France apparaît à partir du top 200. Ça vous donne un peu une idée. Et ce qu'on veut savoir, c'est qu'est-ce qui détermine les classements de Shanghai. Alors il y a d'abord l'argent. Ça, c'est les dépenses par étudiant. L'argent, c'est le nerf de la guerre, vous voyez. Quand on dépense peu, eh bien on a peu. Quand on a des universités pauvres, on ne peut pas espérer être dans le peloton de tête. Hein, il n'y a pas de miracle, il faut dépenser, quoi. Donc évidemment, l'argent que vous allez dépenser dans l'université, vous devez le prendre ailleurs. Alors vous pouvez mettre des frais universitaires, mais ça, on peut être pour, on peut être contre. Moi, je ne veux pas trancher ce débat. Et on peut aussi consacrer de l'argent qu'on consacre à autre chose, peut-être de moins utile. Et ça, c'est tout le problème de la réforme de l'État, évidemment, hein, qui est posé. Mais en tout cas, l'argent est le nerf de la guerre. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. Et après, je peux regarder, et d'ailleurs, je peux regarder la France dépense par étudiant par an. La France dépensait, quand j'ai fait l'étude, à peu près 8 700 € par an. Maintenant, c'est à peu près vers 10 000, 11 000. Mais les États-Unis dépensent 36 500 par étudiant par an. Et même les Scandinaves, qui ont un système entièrement public, c'est à peu près 25 000, 24 000, 25 000. Donc on est loin de compte encore, vous voyez. Donc voilà, donc ça c'est la première chose. Le deuxième chose, c'est qu'on peut regarder la gouvernance. Est-ce qu'on peut montrer, on peut poser des questions aux universités. Est-ce que c'est vous-même qui déterminez vos programmes? Est-ce que c'est vous-même qui déterminez la politique de ressources humaines? Est-ce que c'est vous-même qui dépensez vos dépenses, votre budget, etc. D'accord? Et bien, ce dont on se rend compte, c'est que l'autonomie est très importante. C'est l'autonomie budgétaire, l'autonomie de ressources humaines qui est très importante. Et en fait, on montre la chose suivante, l'autonomie est bonne pour la performance. Voilà, là, c'est entre différents pays européens. Plus il y a de l'autonomie, on construit un indice d'autonomie globale, plus il y a de l'autonomie, mieux c'est. Il faut de l'autonomie, ça marche très bien. Ça, là, c'est des données européennes, ça, c'est les États américains. Mais qu'on fasse l'un ou l'autre, l'autonomie est toujours bien.
Par contre, si on oblige, si c'est les gouvernements qui s'occupent des salaires et pas les universités, c'est moins bon, c'est moins d'autonomie et la performance est plus mauvaise. Si c'est l'État qui contrôle les admissions plutôt que la liberté des universités d'admettre, eh ben, les performances sont moins bonnes. Hein. Voilà. Si eh bien, on dépend entièrement du budget gouvernement plutôt que des bourses, eh bien, c'est pas bon non plus. Faire la concurrence pour des bourses, c'est aussi une bonne chose. Ça crée de l'émulation entre universités. Et c'est une bonne chose pour la performance. Et on se rend compte d'une autre chose, c'est que pour Shanghai, ce qui est bon, c'est l'autonomie budgétaire, le budget par étudiant. Les deux sont importants. Et en fait, les deux ensemble, c'est-à-dire qu'il faut les deux et les deux interagissent. C'est-à-dire que moi, je veux l'autonomie budgétaire parce que je veux pouvoir décider de si je peux embaucher des professeurs ou pas, qui je veux embaucher. Mais si je suis pauvre, ça ne sert à rien. Il faut que j'ai les moyens d'attirer les bons. Voyez donc, le budget sans autonomie. Donc, si vous voulez l'autonomie sans budget, ça ne sert à rien. Mais le budget sans autonomie, ce n'est pas bien non plus. Il faut le budget et l'autonomie. Et ça, c'est une chose très importante. Il faut pouvoir attirer les bonnes personnes, avoir une certaine autonomie budgétaire. C'est pour ça que moi, par exemple, sur le débat sur le CNU en économie, je suis pour la suppression du CNU, à terme, pas demain. Mais je pense que ce n'est pas un conseil national de décider qui devrait être prof d'économie en France. Je pense que chaque université est assez grande pour décider qui elle veut et qui elle ne veut pas, comme aux États-Unis, comme en Allemagne, comme dans tous les pays européens. Quand on leur dit qu'il y a un CNU, ils nous regardent comme si on est des martiens, quoi. Ils disent « qu'est-ce que c'est que ce pays qu'est-ce que c'est que ce CNU ?» Bon, voilà. Bon, je veux pas... c'est pour plus tard, ça. Voilà. Et la concurrence est également bonne. Il y a eu, dans les abus des années 50, à cause de la guerre froide, la création de la NSF, je vous ai parlé 10 000 fois, la National Science Foundation, je vous ai parlé 10 000 fois de la National Institute of Health et la NASA. Évidemment, vous n'aviez pas besoin de Philippe Aghion pour vous dire ce que c'est que la NASA, évidemment. Et la création de ces institutions qui ont fait qu'il y a eu des concurrences pour les bourses de ces institutions a été un énorme facteur d'amélioration de la performance des universités, voilà, et aux États-Unis. Donc ça a été, la raison était très due à la guerre froide, évidemment, mais ça a eu un effet de stimulant extraordinaire sur les performances de recherche. Donc, si vous voulez, la conclusion 1, c'est que la performance de recherche des universités repose à la fois sur un bon financement et une bonne gouvernance. Je vous avais dit freedom and openness, mais il faut plus de manière générale, la gouvernance est importante puisque ce n'est pas juste un problème d'appropriabilité, c'est un problème de contrôle et de gouvernance. Donc il faut une bonne gouvernance des universités avec l'argent. C'est très important. Il y a plusieurs façons d'atteindre ces objectifs. Moi, par exemple, j'ai beaucoup poussé pour des boards extérieurs dans les universités. C'est que comme dans les entreprises, il fallait avoir des boards, des conseils d'administration. Alors ça peut être composé d'anciens étudiants de l'université, de gens de la région, de scientifiques d'autres universités. Il y a différents modes, mais on sait que ça marche très très bien, des modèles où le président est élu et désigné par le conseil d'administration, comme pour une entreprise. Je ne crois pas que ce soit aux étudiants d'élire le président de l'université. Par contre, je pense que les étudiants devraient avoir le droit d'évaluer leurs professeurs. C'est dans les pays où ça se fait, ça marche très très bien. Voilà. Donc il y a plusieurs manières de le faire, mais autonomie, board extérieur, financement, ça marche en général très très bien. Alors ensuite, il y a les IDEX. Vous savez, on a poussé pour des universités d'excellence en France. Le Collège de France fait partie d'une IDEX qui s'appelle Paris Sciences et Lettres, qui regroupe l'école normale et Dauphine. Je pense que l'expérience des IDEX, elle est mitigée parce qu'il y a eu un peu de rigidité, on a trop insisté sur la fusion. Je pense qu'autant à Strasbourg et à Bordeaux, on pouvait avoir de la fusion entre universités, autant je pense que fusionner l'école normale et le Collège de France, ce n'est pas raisonnable. Et je pense que là, il fallait un modèle plus comme Cambridge, où ils sont des modèles plutôt fédéraux, d'universités fédérales. Donc je pense que là, voilà. Mais là, il y a tout un débat, mais il y avait l'idée quand même de dire on vous donne de l'argent avec une gouvernance. Le problème, c'était de savoir quelle gouvernance donner. Et là, il y a des grands débats sur quelle gouvernance il faut donner. Je sens qu'il y a des gens qui s'impatientent. Et j'ai terminé maintenant, c'est la dernière slide. Les agences de recherche. Avant, il n'y avait pas l'ANR, avec le CNRS. Le CNRS est une institution très utile. Ça permet notamment de financer de la recherche de très long terme. Vous vous souvenez, j'avais fait le papier où j'avais montré que pour les recherches, c'était très important d'avoir des recherches de très très long terme. Vous voyez, pour certaines découvertes fondamentales. Ben, le CNRS peut jouer ce rôle. Donc c'est important d'avoir le CNRS. Mais c'est bon d'avoir aussi des choses sur projet et l'ANR. L'ANR, qu'est-ce que c'est l'ANR? C'est que vous avez... Tout le monde peut soumettre un projet et il y a évaluation par les pairs. Donc ça vient de bas vers le haut. Tout le monde soumet des projets et les pairs évaluent. Et les pairs sont évalués eux-mêmes. Je pense que c'est très très bien, sauf que l'ANR est sous-financée. Dites-vous que le budget de l'ANR
était de 800 millions d'euros. Vous avez vu pour Alstom, combien ils ont dépensé quoi? 2 milliards, non? C'est combien là pour mettre des TGV sur la ligne Perpignan, sur la ligne Toulouse-Marseille? Combien? 500 millions. Voilà, donc le budget de l'ANR, donc ils ont ramené le budget de l'ANR, recherche fondamentale pour toute la France, toute discipline. Ils l'ont mis à ce qu'on a donné à Alstom sur un coup de tête, quoi. Voilà. Et c'est quand même hallucinant. Et combien avait coûté la TVA sur quand on avait baissé la TVA sur les restaurants? Je crois que c'est 2 milliards d'euros que ça avait coûté. Vous voyez, donc 4 fois le budget de l'ANR, c'est ridicule, vous vous rendez compte? C'est-à-dire, l'ANR, les Allemands, ils dépensent 2 milliards dans l'équivalent de l'ANR. Nous, c'était la portion congrue. Et encore, il a fallu que les chercheurs interviennent en France parce qu'on voulait déshabiller Pierre pour habiller Paul. On était à 800 millions, ça avait été réduit à 500. Et on voulait encore réduire, je crois, pour augmenter le salaire des instituteurs. Il faut augmenter le salaire des instituteurs et des profs, mais pas sur l'ANR. Il y avait 10 000 endroits où prendre, pas l'ANR. Et donc, si vous voulez, là, il y a un gros problème en France que la recherche fondamentale est totalement sous-financée par rapport à l'Allemagne. Et là, on va perdre de vitesse. C'est-à-dire que si on sous-investit dans la recherche fondamentale, on va perdre la partie dans la concurrence internationale. Vous vous souvenez du papier que j'ai fait la dernière fois sur le commerce international et comment les États-Unis ont relevé en faisant des réformes fiscales importantes pour stimuler la recherche. Mais c'est pareil pour le funding, le financement de la recherche fondamentale. Et donc, voilà, je voulais juste dire à quel point c'est important de la recherche fondamentale, parce que tout vient de là, si vous voulez. Un pays qui n'a pas de recherche fondamentale ne peut pas être dans le peloton de tête de l'innovation mondialement, quoi. Si vous n'avez pas Stanford, vous n'auriez pas la Silicon Valley. Si vous n'aviez pas le MIT, Harvard, vous n'auriez pas la route 128. Et donc, si vous voulez, on ne peut pas prétendre à être dans la course si on ne dote pas les universités et les agences de recherche fondamentale de ressources suffisantes. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là. Et c'était un plaisir de vous avoir. Voilà. Merci beaucoup.